C'est joli, n'est-ce pas? Ce que vous avez sous les yeux est le résultat d'interférences entre deux faisceaux lumineux à la sortie d'un instrument que l'on appelle interféromètre. Celui que vous avez sous les yeux est appelé interféromètre de Michelson. C'est probablement le plus connu d'entre eux, cependant, ce n'est pas de lui dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'interféromètre de Fizeau. C'est, comme le Michelson qu'on vous a montré au début, un interféromètre. C'est-à-dire que cet instrument va faire interférer deux ondes pour créer ces jolies figures qu'on a vues, qui s'appellent figures d'interférence. Alors bien sûr, tout ça c'est très joli, on peut avoir des jolies couleurs, mais si ça s'arrêtait là, ça ne serait pas d'une grande utilité pour la recherche scientifique. Heureusement, il existe des vraies applications à ce genre d'instrument, mais avant de voir ça, il faut comprendre comment ça marche. Le principe de base d'un interféromètre est de séparer un faisceau lumineux en deux faisceaux, de leur faire prendre des chemins différents, puis de les recombiner en sortie. D'ailleurs, en parlant de chemin, le terme est bien choisi puisque tout va être question ici de chemin optique. Pour illustrer ceci, imaginons deux points de l'espace A et B séparés par une distance d. Le chemin optique que parcourt la lumière pour aller de A à B est la distance qu'elle parcourrait dans le vide dans le temps nécessaire pour relier les deux points. Pour illustrer ceci, plaçons-nous dans un premier cas simple où la lumière voyage effectivement dans le vide. Alors le chemin optique AB est tout simplement la distance d. Changeons maintenant le milieu dans lequel voyage la lumière et plaçons-nous dans un milieu d'indice optique n. La lumière va se retrouver ralentie selon la formule suivante. V égale C sur n, où C est la célérité de la lumière dans le vide. La lumière va donc mettre un temps plus long pour parcourir la distance d. En utilisant cette formule, on trouve delta t égale d sur V, et donc égal à n fois d sur C. Un rayon lumineux voyageant dans le vide pendant le même temps delta t parcourrait alors une distance d' égale à c fois delta t, et donc égale à n fois d, avec n le coefficient qui est toujours plus grand que 1, donc on aura toujours d' supérieur à d. Le chemin optique AB dans le milieu n est donc plus grand que le chemin optique dans le vide, et de manière évidente, plus n est grand, plus le chemin optique va être rallongé. Le n dont on parle depuis tout à l'heure est en fait le même n qui apparaît dans les lois de Snell-Descartes. Ce n représente l'indice optique qui est propre à chaque milieu transparent. Deux faisceaux traversant la même distance d dans deux milieux d'indice optique différents seront déphasés en sortie car ils n'auront pas parcouru le même chemin optique. Dans un interféromètre, les deux faisceaux parcourent des chemins optiques différents et sont donc déphasés en sortie. En les recombinant, on va donc créer des interférences. Chaque onde peut être modélisée par un signal sinusoïdal. On a représenté ici deux ondes qui vont interférer. On peut modifier le déphasage entre les ondes. L'interférence étant la somme des ondes représentées en rouge et en vert, si les deux ondes sont en opposition de phase, le maximum de la première onde se superpose avec le minimum de la deuxième onde. La somme des deux ondes est donc nulle. On n'observe alors pas de lumière. Si les ondes sont en phase, elles se superposent parfaitement. La somme des deux ondes est alors non nulle et on observe de la lumière. On a représenté en bleu la courbe de la somme des deux signaux. Quand elles sont en phase, la variation est maximum, et quand elles sont en opposition de phase, elle est constante et égale à 0. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un interféromètre de Fizeau. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le but ici va être de faire interférer deux ondes en sortie de l'interféromètre. Cela va nous permettre de caractériser le défaut de planéité d'une surface, c'est-à-dire que l'on va pouvoir déterminer si la surface étudiée est plane ou si celle-ci présente des défauts d'épaisseur. Le principe est d'envoyer un faisceau laser sur la lame de verre dont on veut étudier le défaut de planéité. Le faisceau va alors se réfléchir en partie sur la lame, un peu de la même manière que les rayons du soleil se réfléchissent sur une vitre. On se retrouve dans la situation suivante. Une partie de la lumière est réfléchie à la première interface, et une autre partie de la lumière est réfléchie à la seconde interface. Ce sont ces deux rayons réfléchis qui vont interférer. En notant E l'épaisseur de la lame de verre, puisque le second rayon effectue un aller-retour dans la lame, on obtient une différence de chemin optique égale à 2 fois n fois E. E représente l'épaisseur de la lame de verre, et c'est elle qu'on va chercher à déterminer, et n est l'indice optique du milieu, ici du verre, donc environ 1,5. La chose importante à retenir ici est que la différence de chemin optique augmente avec l'épaisseur de la lame. Donc, si celle-ci présente des défauts d'épaisseur, le déphasage en sortie de l'interféromètre ne sera pas uniforme. On pourra alors observer des zones sombres, là où les deux faisceaux sont en opposition de phase, et des zones claires, là où les deux faisceaux sont en phase. En installant une caméra, il est alors possible d'observer ces interférences sur l'ordinateur. En se plaçant sur deux points de l'image,
Et en comptant le nombre de franges présentes entre ces deux points, il est possible de déterminer le déphasage total entre ces points. Une manière simple de se représenter les choses est de faire une analogie avec les cartes de randonnée. En effet, sur ce genre de carte, entre deux points, plus le nombre de lignes de niveau est élevé, plus la différence d'altitude est importante. Ici, plus le nombre de franges est important, plus le déphasage est élevé. Un fort déphasage est relié à une grande différence de chemin optique, et une grande différence de chemin optique est reliée à une grande épaisseur de la lame. On en conclut que plus le nombre de franges est important, plus la lame présente des défauts de planéité importants. Pour ceux à qui ça ne fait pas trop peur, on va maintenant réaliser quelques applications numériques. L'écart entre deux franges brillantes, ou deux franges sombres, c'est la même chose, correspond à un déphasage de 2π, ce qui correspond également à une différence de chemin optique de lambda. En effet, si initialement on a deux ondes qui sont en phase, cela correspond à un pic brillant, et ainsi si on les déphase de 2π, on va revenir à une situation où les ondes sont à nouveau en phase, c'est-à-dire à nouveau un pic brillant. En reprenant la formule précédente, une différence de marge de lambda correspond à une variation d'épaisseur ΔE est égale à lambda sur 2n. Dans notre cas, on va utiliser un laser de longueur d'onde de 670 nanomètres, ce qui va correspondre à un ΔE est égal à lambda sur 2n est égal à 223 nanomètres. Ainsi, entre deux franges brillantes, l'écart d'épaisseur sur la lame sera de 223 nanomètres. Il ne nous reste donc plus qu'à compter le nombre de franges brillantes entre le centre de la figure et sa périphérie pour en déduire le défaut d'épaisseur totale de la lame de verre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, nous espérons que nous avons été suffisamment clairs. Il y a volontairement des parties et des points que nous avons passés sous silence car jugés trop techniques à nos yeux. Toutes les prises de vue ont été réalisées au laboratoire du LENS à l'Institut d'Optique. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire, nous les lirons avec attention. Merci à tous.